à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence plénière où nous allons parler du digital comme outil pour développer et accélérer son business. Je m'appelle Nastasia, je suis journaliste pour un média qui s'appelle l'ADN. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc l'ADN, nous sommes à la fois une revue trimestrielle papier, un site web et une newsletter quotidienne. Et on traite principalement de l'évolution des technologies numériques et des conséquences que ça a à la fois pour les marques, les annonceurs, mais également tout l'écosystème de la communication. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir plusieurs intervenants et intervenantes. Nous avons sur scène 5 entrepreneurs et 3 experts. Donc je vais d'abord m'adresser aux entrepreneuses et aux entrepreneurs présents aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pitcher votre activité, présenter un petit peu l'activité et surtout le business model sur lequel votre activité repose? On va peut-être commencer par Marion, si vous voulez bien. Bonjour, donc je m'appelle Marion Berthaud, j'ai fondé Mobidis, et Mobidis c'est la lecture accessible pour les dyslexiques. Donc en fait on propose aux maisons d'édition de développer des livres numériques qui vont être truffés d'options d'aide à la lecture, qui sont directement inspirés des outils des orthophonistes pour faciliter la compréhension, le repérage spatial, toute l'ergonomie en fait. Et donc notre modèle c'est de proposer aux maisons d'édition en coédition, donc on partage les frais et on partage les revenus, la fabrication et la diffusion de livres. Nous on s'occupe de la fabrication et eux ils s'occupent de la diffusion. Merci. Vous en présentez également. Bonjour, je m'appelle Jean-François Distin, j'ai fondé MDMax Systems, le bar connecté. J'en avais marre de boire des bières industrielles. À l'époque, j'étais brasseur, et donc en 2013, je crée MDMax Systems. Et on a d'abord construit une machine dans laquelle on glisse des fûts écologiques de bière artisanale en donnant le fût au brasseur. Le brasseur nous remplit ce fût dans la machine. La machine va chercher dans le cloud toutes les informations sur les bières et donne la main à un consommateur qui se munit de cette magnifique carte, alors bientôt à Nantes j'espère, et ça lui permet de déguster des bières sur des machines de quelques centilitres ou un peu plus si on veut. Et tous les becs sont interconnectés ensemble dans le monde. Pour l'instant le monde se limite à quelques lieux qu'on a dans l'ouest de la Bretagne, mais on se rapproche, puisqu'on arrive à Saint-Nazaire bientôt. Et donc, si j'ai l'occasion, je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure. Merci. À votre droite, donc, se trouve Ariane. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc je m'appelle Ariane. Je suis originaire de Suède. Je préfère le dire si jamais je fais des erreurs de français. Je serai excusée. J'ai créé Lyophilisé & Co il y a à peu près 7 ans. C'est une entreprise qui vend des repas lyophilisés. Navigue autour de la Terre, comme petite bande des globes, etc. Très vite, on s'est développé ensuite sur d'autres marchés, la randonnée, les expéditions, mais aussi tout ce qui est institutions, ambassades, etc. Tout ce qui est gestion de crise. Bref, partout, on a besoin d'avoir une autonomie alimentaire. Donc, on achète des produits, on ne fabrique pas, on achète un peu à travers le monde. On ramène tout ça à Lorient et on expédie, on réexpédie ensuite là où les clients y sont. Et donc, on distribue, donc on a une boutique en ligne qui représente à peu près 70% de l'activité et puis 30% que nous, on dit hors web, qui consiste à prendre des commandes soit directement en magasin, ou soit par mail ou téléphone. Voilà à peu près ce qu'on fait. Merci. David, je vous laisse vous présenter également, s'il vous plaît. Bonjour, donc je m'appelle David Gascoin, je suis fondateur chez C'est Bien. Alors C'est Bien, c'est une solution 100% digitale qui permet à tout particulier de pouvoir tracer et gérer tous les objets qu'il va accueillir tout au long de sa vie. Donc l'idée, c'est de se dire, lorsqu'on achète quelque chose ou qu'on nous donne quelque chose, eh bien ça va rentrer dans un inventaire digital qui permet de qualifier le produit, de lui associer sa preuve d'achat automatiquement, mais aussi d'estimer en temps réel. On a une espèce de super argus de la valeur des biens matériels. Et donc on estime en temps réel tous les jours la valeur des biens. Et d'ailleurs, on permet en un clic de pouvoir
les assurer, les vendre, les prêter, les partager. Donc demain, par exemple, je vais pouvoir appuyer sur un bouton et en appuyant sur mon téléphone, sur mon appareil photo ou sur mon vélo qui est référencé, il va être assuré. Il n'est plus assuré. Donc je vais pouvoir assurer ce qu'on appelle on-demand un bien pour une journée, pour 2 semaines, réactiver, redésactiver. Mais je vais aussi pouvoir vendre, partager et rendre visible tout ou partie de mon inventaire à mes amis ou à la communauté CELIA. Donc voilà, donc on a une plateforme de ce qu'on appelle sharing economy pour ce qui concerne la gestion des biens matériels. Merci. Et notre 5e entrepreneur, c'est donc Guillaume. Guillaume, je te laisse présenter également ton activité. Bonjour à tous, je suis Guillaume, le fondateur de SensorWave, un projet qui est né il y a un peu plus de 2 ans, juste après mon lycée, un produit qui est né en garage, donc le réveil olfactif SensorWave. La compagnie maintenant s'appelle Descent. On a levé des fonds il y a un peu plus de 6 portefeuille produit de 4 produits. On développe un produit notamment pour les enfants avec les licences Disney. Et on présente 2 nouveaux produits au CES en janvier prochain, toujours dans le bien-être, avec des parfums, donc un système de capsule. Donc le numérique a été en effet au centre de toute cette aventure depuis le début, parce qu'on a fait notamment 1 mois après notre création une campagne de précommande en ligne où on a pu commencer à vendre nos produits. Et il est maintenant présent en Europe et en Asie, au Japon et bientôt en Chine en janvier 2018. Merci beaucoup. On va donc discuter tout à l'heure au cours de la conférence de la manière avec laquelle vous vous êtes approprié ces outils digitaux pour donc développer votre business. Mais avant ça, j'aimerais me tourner vers nos experts, donc, qui sont en face de moi, c'est vous. Antoine, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît et te présenter? Oui, alors Antoine Barra, responsable pour les startups et PME de l'Ouest de la France chez Salesforce. Donc l'aventure Salesforce, elle est née en fait de la compréhension d'un défi et d'une énorme opportunité pour les entrepreneurs, qui est le digital. Et alors opportunité d'abord parce que pour un entrepreneur, le digital, c'est l'accès à un marché énorme, tant en termes de potentiel client. Ça peut être aussi un défi parce que le digital, s'il n'est pas construit, enfin si la stratégie digitale de l'entreprise n'est pas réfléchie et construite, elle peut très vite devenir un puits sans fond en termes de financier et elle peut potentiellement mener l'entreprise vers de grosses difficultés. Donc par rapport à ça, nous, on a construit une plateforme qui permet à tous les métiers de l'entreprise de se retrouver au sein d'une même plateforme, donc, avec forcément des fonctionnalités qui sont propres au métier de l'entreprise. On va avoir des fonctionnalités marketing, évidemment, le commercial, pareil, le service client, pareil. Par contre, ils vont tous partager ensemble l'information client. Et ça, l'information client, c'est l'essence même de l'entreprise. Et grâce à ça, ils vont pouvoir développer une cohérence, ils vont pouvoir développer un parcours client 360. Donc l'entrepreneur va pouvoir avoir la maîtrise complète de ses outils, avoir une visibilité aussi sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis, quand on reprend l'exemple du marketing et du puits sans fond, eh ben, il va pouvoir passer d'un marketing où bien souvent on donne des objectifs de lead, de visibilité et de notoriété qui sont difficilement mesurables en termes de business. Et bien, grâce à la plateforme Salesforce, il va pouvoir connecter son marketing et ses ventes et pouvoir dire chacune de ces entreprises, chacune de ces initiatives marketing, sur combien de chiffre d'affaires est-ce qu'elle débouche. Voilà, à côté de moi, je vais laisser la parole après à Google et puis Le Bon Coin, mais justement quand on investit dans des campagnes AdWords, dans des campagnes Facebook par exemple, bien souvent on sait combien de leads on génère, on sait combien de trafic on génère sur le site web, mais on n'a pas cette information de savoir derrière combien est-ce qu'on a réussi à convertir en chiffre d'affaires. Et c'est là que la plateforme Salesforce va intervenir pour pouvoir justement faire la connexion entre tous les métiers de l'entreprise et avoir cette donnée finale de la satisfaction client, la fidélisation client et le retour sur investissement de chacune de vos actions. Merci, je te laisse passer la parole donc, à Mathieu. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Servetti. Je suis responsable marketing chez Google France et ma mission est d'accompagner les TPE, PME et entrepreneurs à mieux utiliser le numérique, le digital pour accélérer leur croissance sur Internet. Et enfin, Marianne. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je m'appelle Marianne Goli, je suis directrice marketing au Bon Coin. Et donc je pense que vous connaissez Bon Coin, c'est un acteur de la petite annonce qui est probablement l'activité la plus vieille au monde puisque c'est l'échange entre particuliers. On était une start-up il y a une douzaine d'années, maintenant on est un peu plus gros puisqu'on touche quand même un Français sur 2. Et on est là aujourd'hui parce qu'on est du coup un média qui peut offrir des solutions aux entreprises et c'est un petit peu moins connu. Voilà.
Merci. Ma première question pour cette table ronde va s'adresser plus particulièrement je ne sais pas qui voudra commencer à répondre, mais concrètement, est-ce que vous pouvez toutes et tous exposer les outils que vous mettez en place dans la gestion quotidienne de votre business et dans son développement? Je vais bien commencer. Le numérique, comme je l'ai dit au début, a été le cœur de notre business au tout départ. On a fait une campagne, un Kickstarter, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, c'est du crowdfunding. Au début, on était sans données, on ne savait pas d'où ça allait, c'était juste, voilà, on savait que des personnes dans différents pays nous achetaient notre produit. Et ensuite, on s'est professionnalisé, donc on a mis en place des pixels un peu partout sur nos différentes campagnes. On a fait à la fois du mix sur les réseaux sociaux, on a pu générer des leads, des promotions, des campagnes sur les réseaux sociaux comme Facebook, et surtout des outils comme Google Ads, où on a pu générer du trafic et des ventes. Et surtout savoir dans quel pays, à travers ces outils digitaux, quels pays étaient les plus pertinents pour ensuite s'implanter dans ces pays physiquement. Donc on a vu, la France pour nous c'était logique, on a vu que le Japon, il y avait énormément de leads, on a lancé le produit au Japon. On a vu qu'en Allemagne, UK, c'était également très intéressant d'un point de vue de toutes nos campagnes qu'on a pu faire avec des achats de mots-clés ou des displays, donc pour promouvoir la marque et la notoriété. Il y avait un bon répondant, on a donc lancé dans ces pays-là. Ça a été un vrai vecteur, on est passé du numérique digital pour faire notre business en ligne, pour aussi l'utiliser comme indicateur avant de lancer nos produits physiquement dans les magasins. Ça a été un outil extrêmement stratégique de ciblage pour votre développement à l'international notamment. De ciblage, de compréhension de pays, d'opportunités. Au-delà de générer du chiffre d'affaires en ligne, sur notre dernier exercice, c'était à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. On a également généré de la data qui nous permet de dire ok, ce pays est intéressant pour nos produits, ce pays le sera également, et de ne pas aller dans le pays sans avoir d'indicateur précis. Et ça a généré donc, de la donnée intéressante avant de lancer concrètement et physiquement dans les magasins. Merci. Côté CB, on utilise beaucoup d'outils et je suis pas sûr qu'en fait on les utilise tous très bien. On utilise des outils parce qu'on stocke des données, on utilise des outils parce que on est 100% digital, donc on a une app, un site, on fait remonter des bugs, remonter des utilisateurs. On utilise des outils pour envoyer des mails, on utilise des outils pour envoyer des pushs, on utilise des outils pour voir les comportements des utilisateurs dans l'app pour optimiser les parcours. On utilise plein d'outils. Et on a toujours envie d'en utiliser plus parce qu'à chaque fois on se dit il nous manque ci, il nous manque ça, etc. Je pense que nous, notre expérience là-dessus maintenant, c'est plutôt de faire attention aux outils et de ne pas vouloir mettre tout de suite trop d'outils pour vouloir tout comprendre de tout ce qu'on fait dans la société, et plutôt de se concentrer sur ce qui est réellement important aux étapes, à l'étape à laquelle est rendue la société. Et voilà, donc on a beaucoup d'outils, mais il y a aussi des outils qu'on a payés et finalement qu'on utilise très peu. Parce qu'en plus, on n'a même pas le temps de les utiliser correctement, quoi. Donc voilà, donc notre expérience, c'est oui, il faut des outils, mais il faut faire attention à pas trop mettre d'outils tout de suite pour développer son business. Est-ce que vous avez des témoignages là-dessus? Grosso modo, c'est vrai que les grands outils qu'on a, nous, je pense que c'est un très bon point. On a voulu mettre en place au début un outil CRM donc pour comprendre nos clients et les parcours clients, qui était beaucoup trop gros, de trop grande envergure. Donc c'était overkill, comme on peut dire. Je pense qu'au début, c'est important d'avoir quelque chose qui soit bien taillé, et je pense que des outils comme Salesforce savent maintenant s'adapter à des petites structures et qui vont grandir avec le temps. Donc savoir vraiment délimiter son outil CRM, je pense que c'est un point clé. Ensuite, c'est toutes ces données maintenant de manière assez précise. Toutes les campagnes qu'on fait, savoir donner de la donnée et après la traiter. Donc ça, c'est des outils qui sont classiques. Et ensuite, pour des campagnes également d'emailing, des outils comme MailChimp ou Mailjet sont quand même assez propices pour à la fois envoyer pas mal d'emails pas très chers et avoir des données d'ouverture et de retour business assez précises. Après, tout dépend de la typologie, mais en tout cas, nous, c'est des outils qu'on utilise, aussi des landing pages différentes. On a des outils qui sont intéressants, on peut générer des landing pages bien précises, cibler des personnes et donc changer ces landing pages pour qu'on puisse générer plus
de traction, et après on a des retours automatiques sur le nombre d'ouvertures des landing pages, laquelle est la plus appropriée. Voilà, faire un peu aussi d'A/B testing, donc tester différentes campagnes de pub, et là pareil, il y a plein d'outils en ligne qui sont parfois gratuits pour avoir ces données-là. Donc on commence un business et c'est très précieux. Marion? Un outil de CRM, c'est bien quand on commence à avoir des clients. Une landing page, c'est bien quand on a un site internet. Mais quand on n'a rien de tout ça, quand on démarre, moi je me souviens le premier jour où j'avais décidé de me lancer, j'arrive dans l'incubateur qui avait accepté de m'héberger, le Hub Créatif en l'occurrence, et il n'y avait rien dans le bureau, et j'avais un ordinateur portable, et j'étais là en train de me dire, bon alors je fais quoi, par où je commence, et voilà. Quand il n'y a rien, je dirais que le premier outil, c'est les contacts. Stocker les contacts. Parce que le réseau, c'est la clé pour pouvoir démarrer quoi que ce soit. Et dans les contacts, il n'y a évidemment pas que les contacts clients. Tous les contacts possibles. Je dirais que le premier outil à mettre en place, c'est comment est-ce que vous allez stocker vos contacts et qu'est-ce que vous allez en faire. Alors, nous, on avait une problématique assez complexe. Il s'agissait de créer vraiment une machine compliquée, une machine à tirer des bières artisanales. Donc on a commencé à travailler à la fois avec des outils hard et soft du domaine du libre, parce qu'on était une jeune start-up et aller convaincre un banquier aujourd'hui de financer quelqu'un qui veut changer le monde du bar, déjà le banquier a du mal à financer un bar normal, donc encore plus celui qui veut changer le monde du bar. Donc, un outil libre comme Dolibar pour la gestion de la production, des ERP légers comme OpenSI pour la comptabilité, Arduino pour créer nos propres cartes électroniques. Et après, on a commencé à tout développer nous-mêmes dans le cloud avec des outils comme des langages comme Node.js, MongoDB, etc. Donc, on a vraiment une philosophie chez nous du do-it-yourself, du punk, quoi, en fait. Et ça nous a permis d'avancer comme ça pendant 3 ans de phase pilote, de construction du prototype. Pendant ce temps-là, on allait glaner des prix un peu dans le monde entier, des prix des startups. Et après, on a commencé à expérimenter sur 2 lieux de 80 mètres carrés. Et en 2 ans, on a eu 13 000 encartés qui nous ont donné leur mail et dont on suit toutes les consommations. Alors c'est maintenant, à ce stade-là, qu'effectivement, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure. Là, je viens de faire rentrer mes gars et mes filles dans des formations sur les outils Google, par exemple. C'est maintenant qu'on va pouvoir commencer à exploiter tout ça de façon vaste. Et quand on aura quelques millions d'utilisateurs, c'est utile d'avoir les bons outils de traitement de big data, par exemple. Mais dans notre type d'entreprise, c'était vraiment au départ, on y va, on fonce, on fait le truc. Avec les moyens du bord et le moins cher possible. Mais c'est parce que c'est pas une entreprise pure digitale. La construction d'une machine, du hard, le machine to machine, comme on dit, c'est différent de créer un service d'intermédiation digitale, par exemple. Je voulais juste rajouter également, je suis d'accord avec toi, sur le réseau. Quand on crée l'entreprise et même quand on évolue et quand on la développe, on a toujours besoin d'un réseau, d'échanger avec les autres. Et on a souvent beaucoup de réponses à nos questions en échangeant. Donc c'est vraiment une donnée essentielle. Après, au niveau des outils, nous, on était au départ... La bonne idée d'après le site biophilisé.fr, donc le nom de domaine, lorsqu'on allait chercher un produit type biophilisé qu'on ne va pas trouver dans le magasin du coin, on va facilement sur internet chercher, et avec le nom de domaine, du coup on sortait assez facilement. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte. On peut aussi expédier un peu plus loin que Lorient, et que Brest et Marseille, enfin dans les ports. Et donc on s'est mis à utiliser des outils comme AdWords, comme Facebook, comme email, comme Mailchimp, etc. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est aussi qu'il faut vraiment savoir pourquoi on y va. Sur tel ou tel outil, quel est l'objectif? Est-ce que c'est du trafic? Est-ce que c'est le taux de conversion? Est-ce que c'est la notoriété? Qu'est-ce qu'on recherche? Parce qu'on peut très vite s'emballer à dépenser beaucoup de sous et donc creuser un peu le trou, effectivement.
Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que par exemple, AdWords, on a voulu le faire un peu nous-mêmes, mais c'est un vrai métier, quoi. Donc de sous-traiter ce type de travail, ça a été hyper bénéfique pour nous. Là, on travaille avec une agence à Paris qui gère nos Google AdWords, et il cartonne grave, quoi. C'est un générateur de chiffre d'affaires assez incroyable, mais comme d'autres réseaux sociaux aussi, quoi. On se rend compte que finalement, on ne peut pas tout faire soi-même, et des fois, il vaut mieux déléguer et faire appel aux spécialistes, quoi. Merci. J'aimerais qu'on revienne à une perspective un petit peu plus macro, puisqu'on a ici des experts de l'accompagnement, de la transformation générale des entreprises. Justement, concrètement, où en est la France en termes de transformation numérique pour les TPE et les PME? Alors, Mathieu, peut-être que tu aimerais répondre à cette question. Donc nous ce qu'on observe, on a la chance d'être présent dans un certain nombre de pays, évidemment en Europe et à l'international. Ce que l'on voit, c'est quand même une évolution au niveau de la transformation digitale des entreprises en France depuis quelques années. Je pense qu'il y a quelques années, on en était encore à pourquoi il faut aller sur Internet, pourquoi il faut travailler sa visibilité sur Internet. On a passé ce stade. Maintenant, on en est plus à comment je vais y aller. Et je pense que la question qui a été posée juste avant répond un petit peu à ça. C'est comment je fais mes premiers pas grâce au numérique. Si je prends juste un exemple, c'est le nombre d'entreprises qui vendent en ligne aujourd'hui. Rien que sur la dernière année, on a quasiment 50% de plus d'entreprises qui vendent en ligne. Donc il y a une vraie accélération, on va dire, sur les 12-18 derniers mois des entreprises vis-à-vis du digital. Après, si on prend un peu de recul par rapport aux autres pays européens, on s'aperçoit qu'on est quand même encore en retard par rapport à des marchés comme l'Angleterre ou l'Allemagne qui sont loin devant. En Angleterre, c'est 20% des entreprises qui vendent en ligne, en Allemagne, c'est 24%. Donc il y a encore une marge de progression. Ce qui est encourageant, c'est que c'est une super opportunité pour les entreprises françaises d'aller justement chercher cette croissance. Surtout qu'on est dans un marché qui est très tourné vers le numérique, les usages. Donc vous, moi, nous tous autour de la table, on est très digitalisés. La France, c'est le deuxième marché européen pour le e-commerce. Donc on est vraiment dans un vivier d'opportunités avec un champ pour les entrepreneurs et les entreprises, les petites entreprises, pour se développer grâce au digital. Je vais rebondir sur deux choses qui ont été dites auparavant. La première, c'est ce que disait Guillaume sur finalement l'utilisation du numérique et d'Internet comme kicker pour se lancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut valider des business models avec quasiment rien, une landing page, un peu de budget pour voir si ça peut fonctionner et très facilement voir si un produit attire ou pas. Je pense que l'exemple, justement, le fait de faire une levée de fonds entre guillemets virtuelle en ligne très rapidement, ça permet de valider s'il y a un marché ou pas. Donc ça, c'est déjà la première étape. Après, quand on se projette, l'une des opportunités, clairement, tu en as parlé également, Guillaume, c'est l'international. Assez facilement, ça permet d'aller chercher de nouveaux marchés en allant regarder ce qui se passe potentiellement dans d'autres pays. Il y a des outils, nous on en a mis en place là, il y a quelques semaines, ça sort du four, ça s'appelle Market Finder, c'est gratuit, vous allez dessus et vous pouvez voir par rapport à votre secteur d'activité, les volumétries, en fonction des volumétries de requêtes qu'il y a sur votre secteur. Si on reprend les produits dont vous parliez tout à l'heure, on regarde ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, ou même sur des pays plus proches, si votre site est en français, donc en Suisse, en Belgique, pour voir s'il y a une demande, et si vous vous lancez sur ce marché, est-ce qu'il va y avoir une forte concurrence ou pas. Donc, il y a une super opportunité en France, parce qu'on a encore de la marge pour aller se développer. Internet, c'est un super outil pour
aller valider justement un business model quand on est dans une logique de lancement d'activité, et quand on est un peu plus mature, comme Guillaume qui est très humble, mais c'est une super réussite française qui s'exporte à l'international. Voilà, ça peut permettre aussi, quand on a une bonne idée, un bon marketing, d'amplifier tout ça pour accélérer la croissance. Moi, j'ai juste envie de partager un chiffre avec vous par rapport on va dire, à la maturité numérique. Sur Le Bon Coin, et c'est juste l'exemple du Bon Coin, mais il y a 500 000 entreprises qui ont déjà utilisé nos services. Donc, je suis d'accord avec toi, la France, il y a quelques années, avait du retard, mais est en train de le rattraper à vitesse grand V, notamment parce que vous, les entrepreneurs, vous êtes aussi des utilisateurs, et je pense que c'est peut-être un petit peu malheureux, mais vous commencez la journée avec un téléphone portable, vous la terminez avec un téléphone portable aussi. Et donc vous savez que vos clients, que vos utilisateurs, ils sont sur Internet et sur les mobiles. Donc voilà, nous, notre travail, et je rejoins ce que vous dites, il faut réussir à trouver l'aspect dont vous avez besoin à tel moment de la maturité de votre entreprise. Donc il y a besoin de beaucoup de pragmatisme. Nous, je pense que les grandes plateformes, ce qu'on essaie de faire de manière générale, c'est d'être le plus pédagogue possible et d'être le plus pragmatique possible dans les solutions qu'on offre. Nous, on a des solutions de publicité qui peuvent être extrêmement complexes pour les grands annonceurs, mais on a aussi des solutions de publicité pour les entrepreneurs, pour les TPE, où en un quart d'heure, on crée sa publicité. Donc voilà, nous, notre travail, c'est de faire ça. Je pense que ce qui est important, c'est pour les entrepreneurs, que ce soit des pure players ou pas, c'est d'oser y aller. Le gros avantage d'Internet, c'est que on est tous en train d'apprendre en fait. Ça bouge en permanence, donc allez-y, penchez-vous sur un aspect en particulier et vous allez apprendre et très rapidement être à la page. Donc faut pas avoir peur, il y a un côté un peu... on est un peu complexé, les Français, c'est comme quand on parle anglais. On est un peu complexé vis-à-vis d'Internet. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut tester. Il y a plein de choses à faire d'Internet, aussi bien en termes de branding, d'image. Finalement, faire connaître sa marque, c'est important. Apporter des leads et créer du chiffre d'affaires, ce qui est quand même la nécessité au départ. Mais ça peut être aussi pour recruter, ça peut être aussi pour mieux connaître vos utilisateurs, parce qu'effectivement il y a des outils qui permettent de comprendre, ok, mon produit je l'ai fait comme ça, mon parcours je l'ai fait comme ça, mais est-ce que ça marche? Donc voilà. Ce qui est important, c'est d'identifier quelle est votre problématique du moment et d'y aller pas à pas en mode test and learn. Antoine, un commentaire? Oui, alors moi je rajouterais aussi que aujourd'hui, pour être un entrepreneur à succès, il ne suffit pas simplement d'avoir l'idée. Quand on était à l'époque de la révolution industrielle, toute personne qui avait une idée, elle la brevetait, elle la commercialisait, elle cartonnait, et puis derrière, c'était un succès, une success story, une réussite. Aujourd'hui, l'entrepreneur, il ne peut pas se satisfaire simplement d'avoir l'idée, il est obligé derrière d'innover aussi sur son expérience client, sur la façon qu'il va avoir de toucher ses clients, de les écouter, d'interagir avec eux. Et en fait, grâce à ça, je pense que c'est ici le cœur du sujet, c'est que le digital, quels que soient les outils que va utiliser l'entrepreneur, va être un vecteur pour ça, pour être aussi innovant sur la construction de sa relation avec ses clients et l'engagement qu'il va créer auprès de ses clients pour les fidéliser auprès de sa marque. Guillaume, j'ai une question pour toi. Tout à l'heure, tu parlais de lead. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu cette notion? C'est des opportunités de clients qu'on n'a pas encore, qu'on va pouvoir toucher à travers soit une publicité, une vidéo ou à travers des annonces qu'on met sur Internet. Et c'est des clients qu'on n'aura pas forcément pu avoir. Donc quand on commence un projet à l'état de garage de prototype au fin fond d'un garage, on a 0 lead au début, si ce n'est sa maman et son papa qui vont tester le produit, mais qui ne l'achètent pas. Et on va générer des potentiels clients en développant le produit et en mettant en place des mots-clés, en utilisant tout le meilleur du digital, que ce soit l'achat de mots-clés,
des vidéos qu'on pourra mettre en ligne, utiliser aussi la puissance des réseaux sociaux, utiliser les médias, avec voilà, de la relation presse aussi, pour faire connaître son idée, générer des futurs clients, à travers une campagne de précommande, comme on en a parlé, ou à travers une campagne plus simplement, par exemple, de Noël, ou à travers des gros événements, on va insister dessus, pour faire son business, faire des ventes, et ensuite aussi faire connaître ses produits à travers différents pays. Merci. Je me retourne vers nos experts. Quels seraient selon vous les freins à l'évolution de cette transformation numérique aujourd'hui en France? Est-ce que vous identifiez des obstacles à l'évolution? Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps de la BPI il y a quelques semaines, donc c'est encore tout frais, et qui analyse justement pourquoi on n'est pas encore au niveau d'autres pays européens. Et le principal frein, c'est la complexité des offres et la compréhension des outils. Je pense que la première question que je vais poser finalement illustre assez bien l'éventail des possibilités qui s'offrent à un entrepreneur ou une petite entreprise qui souhaite se lancer sur le digital. Donc il y a ce frein, et c'est ce que tu disais également, c'est le côté j'ai un peu peur, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas par où commencer. Donc il y a un travail d'éducation, on va dire, par rapport aux outils numériques, même si on est tous, encore une fois, très digitalisés dans notre vie perso. L'exemple que tu citais sur je me réveille, je prends mon téléphone, je pense que c'est vrai pour tout le monde dans la salle. Mais quand il s'agit de transmettre ça ou de transcrire ça dans la vie professionnelle pour son entreprise, c'est là où c'est plus complexe. Donc le principal frein, c'est un frein de se sentir à l'aise pour pouvoir commencer à lancer des actions. Et c'est la raison pour laquelle on a monté un programme qui s'appelle Google pour les pros. C'est un programme qui a 5 ans maintenant, qui vise justement à former les entreprises gratuitement aux outils du numérique, évidemment des outils Google, mais d'autres outils. Et on a formé déjà plus de 100 000 personnes en France sur les 5 dernières années, en partenariat avec les chambres de commerce, d'industrie et certaines universités. Et comme on voit qu'il y a une appétence pour le programme, qu'on accélère justement cette transformation digitale, on réinjecte des ressources pour accélérer encore l'année prochaine, aller dans 100 autres villes et former 70 000 autres personnes. Donc voilà, le premier frein, ça reste un frein de compréhension, mais il y a des choses qui sont disponibles notamment sur le web, qui sont gratuites, pour déjà, on va dire, simplifier tout ce qui est possible de faire. Et puis, comme tu disais, se lancer, commencer par quelque chose, tester. C'est pas une science exacte, le digital. Et avant d'avoir des réussites comme on a autour, je pense, du plateau, il y a eu des difficultés, il ne faut pas avoir peur de ça. Moi, ça m'intéresse l'information. On s'inscrit où Directement en allant sur Google pour les pros. Vous tapez Google sur les pros sur Google et vous allez être redirigé vers un site. C'est des vidéos, donc des MOOC. C'est une dizaine d'heures et vous avez une certification à la clé. Et on balaye tout ce qu'on a dit, l'emailing, les réseaux sociaux, évidemment les réseaux de recherche, les petites annonces et autres. Donc pour moi, le frein est évident, entre autres. C'est qu'on est submergé, sauf qu'on est obligé de prioriser. On peut pas aller regarder, tester ci, aller faire tester ça. Alors on s'appuie, c'est ce que tu disais, je suis tellement d'accord, on s'appuie sur des gens qui savent, on délègue, on sous-traite, et puis quelquefois il y a un décalage entre la personne à qui on sous-traite. Nous par exemple, on a sous-traité dans notre campagne Ulule, on a fait une prévente, on avait un budget de 10 000 €, enfin on voulait lever 10 000 €. Et rien que pour la campagne Facebook qu'on nous proposait, ça prenait 10%. Donc, et ça, c'est sans compter l'investissement humain. Donc tout à l'heure, tu disais que il y a ce qu'on en fait de cette information du numérique. Dans e-commerce, il y a il y a commerce. Il faudrait déjà être en relation humaine. Certes, le digital, c'est un outil qui peut nous aider à drainer des contacts, mais après, c'est l'engagement humain, et l'outil ne fait pas tout, quoi. Juste pour compléter et faire le pont sur peut-être un autre aspect,
Une histoire d'entrepreneuriat, une start-up, une entreprise qui se crée, une société, c'est avant tout des personnes. C'est avant tout des personnes qui se parlent, qui ont des idées ensemble, qui brainstorment, qui font émerger des choses un petit peu nouvelles et qui sont excellents dans l'exécution d'une idée. Et je pense qu'une des difficultés aussi d'un entrepreneur, c'est de réussir à s'entourer, de réussir à recruter, et de recruter des profils qui connaissent le digital aussi. Pour ceux qui connaissent moins bien le digital, une des solutions, c'est aussi de s'entourer de personnes qui s'y connaissent ou qui sont nées dedans, on va dire. Donc voilà, nous, ça c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. On a beaucoup développé la catégorie emploi sur Le Bon Coin l'année dernière. Pour vous donner un exemple, il y a 800 000 postes qui ont été pourvus l'année dernière grâce au Bon Coin. Donc c'est quelque chose dont on est très fiers, parce que ça fait grandir la société française aussi bien côté entreprise, économie, mais aussi chaque personne qui trouve un boulot, nous ça nous fait vivre quand même. Et puis on a acquis une start-up qui s'appelle Kudos et qui est spécialisée dans le recrutement des jeunes diplômés. Parce qu'on se rend compte aussi que le recrutement des jeunes se fait un petit peu différemment. Et quand on est une grande entreprise qui a une grande marque, c'est plus facile que quand on est une start-up qui se lance, qui n'est pas forcément connue et qui doit expliquer quel est son produit, quel est son projet, quel est son rêve. Voilà, donc on a cette start-up-là qu'on est en train d'intégrer et avec lequel on est en train de développer des produits pour adresser les jeunes diplômés. Ariane ? Oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais là, sur l'humain et le commerce. C'est vrai que dans l'e-commerce, il y a le commerce. Alors nous, ce qu'on s'est rendu compte en créant l'entreprise, en créant le développement de notre entreprise, c'est que certes, on était en relation directe avec les marins et certes, on a pu se lancer sur le web qui a été une incroyable aventure et voilà, on a vraiment pu se développer d'une manière forte là-dessus. Aujourd'hui, 70% provient du web, on expédie sur 45 pays, donc on va loin. Néanmoins, notre petite boutique à Lorient, on y tient dur comme fer parce que les navigateurs continuent à venir dans la boutique, on continue à discuter avec eux, à parler de la dernière navigation, comment ça a été de manger à bord, les randonneurs aussi viennent, etc. Donc ce contact-là, c'est avec eux qu'on est né et puis c'est avec eux qu'on continue à progresser, à se développer, à tester les nouveaux produits et à enrichir notre offre au quotidien. Les internautes, c'est bien, mais on a peu d'échanges avec eux finalement. Donc ce contact humain avec les clients, à un moment donné, on a eu possibilité effectivement de déménager, d'aller dans des locaux plus grands, mais plus excentrés. On s'est dit non, on se couperait une jambe là, de partir de là. Il est vraiment important de garder ce contact finalement terrain aussi avec nos clients, quoi. Et je rejoins aussi Guillaume qui dit qu'effectivement Internet c'est super parce qu'on peut tester, c'est pas Guillaume, bon. On peut tester plein de choses avec le web, on prend pas beaucoup de risques, on peut tester de nouveaux produits, on met en ligne, si ça marche pas, on le brade un petit peu et hop, il disparaît. Donc c'est vrai qu'Internet là-dessus c'est super, quoi. Et dernière chose que je voudrais aussi dire, c'est que effectivement toutes les actions qu'on mène, on peut vite creuser les grands trous si on ne mesure pas ce qu'on fait, et pas que en chiffre d'affaires, mais aussi en marge. Au début, on est tout content, on se dit tiens, ces campagnes-là, ils ont ramené 5 000 €. Et après, si on regarde 5 000 € de chiffre d'affaires, ouais, mais si on regarde après le coût des achats des produits, le coût de l'agence, le coût de la publicité, ben finalement, on se rend compte que finalement, on a perdu 800 €, quoi. Donc, mesurer la marge brute, la marge directe, chiffre d'affaires, moins la marge, moins le coût de l'agence, moins la pub. Et là, on peut dire si on a gagné de l'argent ou pas. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Tu disais également tout à l'heure, bien définir ses objectifs, pourquoi on va sur Internet, est-ce que c'est pour la notoriété, est-ce que c'est pour générer des leads, des ventes, etc. Pour résumer tout ça, je pense que Internet c'est un amplificateur. Donc si vous avez une bonne stratégie, parce que vous connaissez bien vos clients, vous avez le bon user insight, que vous avez la bonne stratégie marketing, eh ben, Internet va permettre de développer tout ça. Je pense que l'exemple de Guillaume, encore une fois, est une belle histoire parce qu'à la base, il y avait un bon produit qui était différenciant, etc.
Donc c'est un amplificateur. Il ne faut pas oublier effectivement toute la base, parce que sinon vous allez amplifier quelque chose qui est un peu bancal. Justement, on parle des belles histoires, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un peu des mésaventures à raconter avec le digital, non pas pour brusquer tout le monde, mais simplement pour témoigner et témoigner peut-être aussi de ce qu'il ne faut pas faire éventuellement sur le digital? Nous, on a changé de business model plusieurs fois. Donc on a construit la bécane, à tirer des bières artisanales et on a essayé de les vendre au bar. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, ils n'étaient pas prêts à acheter grand-chose. Même si les consommateurs étaient vraiment super intéressés par le produit qu'on avait inventé. Et donc ce qu'on fait, maintenant on crée le même des bars. Voilà. Et ça devient les bars les plus rentables des villages, des villes, au mètre carré. Et ceux qui ont des bars classiques, ils voient passer le train. Ça, c'est bien. Marion, vous aviez également un commentaire, je crois, sur une de vos expériences. Comme j'expliquais, on a commencé par une campagne pour financer notre prototype de livre accessible. Et on a démarré par une campagne Facebook. Et ça ne marchait pas. Il y avait plein de gens qui venaient, puis aucun taux de transformation. Et clairement, on ne s'était pas posé la question, mais pourquoi, mais qui? On a changé complètement le fusil d'épaule et on a dit, ok, on n'avait rien à montrer, donc c'était difficile de convaincre. Et donc on s'est orienté sur une campagne LinkedIn, mais auprès des professionnels de santé, auprès des orthophonistes, des orthoptistes, des pédopsies, des psychomotriciens, des enseignants spécialisés. Et là, on a travaillé sur, c'était une campagne pourquoi? Pour qui? Avec quel message? Et ça a été le jour et la nuit. À tel point que là, on lance, donc ça c'était il y a 2 ans, on lance là une campagne sur un site qui s'appelle We Do Good, et où là c'est un système de plus comme un prêt, ça s'appelle du royalties. Et on est parti de l'idée qu'on n'allait pas faire une campagne de masse, qu'on n'allait pas faire campagne de web marketing avec du Google AdWords. On a décidé au contraire de faire une stratégie ciblée, d'avoir peu de contributeurs, peut-être qu'une trentaine, une quarantaine de contributeurs, mais par contre d'avoir une démarche plus de les approcher, de les rencontrer, de leur expliquer le projet physiquement. Alors pour les identifier, on va passer par des outils digitaux, mais ce n'est pas le cœur de la campagne. Voilà, c'est trouver le bon outil et pas penser que c'est un outil miraculeux qui va faire tout à votre place. Avant de passer la parole à Marianne, juste Guillaume, toi, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière où tu as pu apprendre d'une erreur éventuelle, ou est-ce que globalement tu as toujours été extrêmement performant avec les outils du digital? Toutes les semaines, on a plein d'obstacles, mais c'est le quotidien d'un entrepreneur, du jour 1 jusqu'au là où on est. On a eu des challenges, je pense au site web. On a voulu dès le début intégrer dans notre équipe une personne en CDI pour faire notre site web. Et donc un site web, il y a tellement de différentes... il y a la boutique, il y a la page, il y a la partie design, etc. Et donc en fait, on s'est vite rendu compte, au début, on a mieux à faire à prendre quelque chose de plus léger, plus simple, soit une agence, soit des types WordPress ou des outils plus simples, que vouloir tout intégrer en interne, faire tout un site web avec une personne, un peu une machine de guerre. Et ça, on a perdu du temps. Donc ça nous a perdu du temps, et donc aussi, quand on n'est pas assez performant sur le site web, on perd aussi de l'argent. Donc s'il y a un conseil que je peux donner à ceux qui vont se lancer, c'est n'allez pas vouloir toujours intégrer en interne toutes les compétences dès le début, parce que ça coûte beaucoup d'argent et ça ne va pas forcément être très rapide. Aussi, faites appel à ceux qui ont déjà fait, ne réinventez pas l'expérience du site web. Il y a des outils super, il y en a plein, des WordPress, des ClickProxy et compagnie. Appuyez-vous sur ça pour commencer et ça ira beaucoup plus vite et ça sera plus performant. Donc ça a été un vrai challenge pour moi. David, de votre côté? Alors nous, c'est un peu différent pour le coup, parce que comme on est 100% digital, c'est notre métier. Et donc on a fait l'inverse. On a d'abord passé par de la sous-traitance, de la prestation. Et en fait, quand c'est son métier de faire du digital, c'est probablement pas la meilleure option. Le truc, c'est qu'on devient dépendant de gens qui sont externes à l'entreprise, qui ne sont pas dans le projet, qui sont des sous-traitants.
Et donc on va avoir des cahiers des charges, des demandes, des évolutions, etc. Et ça ne correspond pas du tout aux besoins de réactivité et d'agilité d'une start-up qui est 100% digitale. Donc en fait, nous, là-dessus, notre expérience, c'est que si c'est pas le métier, il faut sous-traiter. Si c'est le métier, il faut internaliser. Tout ce qui aujourd'hui n'est pas de notre métier, la fac, être capable de traquer des choses dans les applications mobiles, faire de l'acquisition digitale, enfin tout ce qui n'est pas notre métier, on passe par des tiers. Tout ce qui est cœur métier, c'est que de l'interne. Et je pense que c'est fondamental pour la réussite d'une startup. Ça engage les équipes dans le projet et ça montre là où sont les compétences clés et ce qu'on attend des gens. Moi, je peux partager aussi une expérience en tant qu'entreprise. L'avantage, c'est qu'Internet, ça va très vite. Donc en 10 ans, on a le temps de se faire disrupter. Nous, ce qui a failli nous disrupter, c'est le mobile. Je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Le mobile, pour nous, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 70% de notre trafic. Et je pense que dans l'usage que vous avez tous les jours, vous le voyez que le mobile prend de plus en plus d'importance. Donc tout ça pour dire qu'il faut penser mobile. Nous, il y a 3 ans à peu près, on commençait à arriver à moitié-moitié desktop et mobile. Et j'avais peut-être 10% de mes développeurs et de mes produits qui connaissaient le mobile. Bon, ben ça allait pas du tout. Donc on a tout arrêté. On a fait quelque chose qui est assez flippant, c'est qu'on a dit à toute l'équipe produit et dev, vous levez le stylo et vous arrêtez tout ce que vous faites. Et on fait le virage mobile. On refait la roadmap, on redéveloppe tout et on fait du mobile maintenant. Donc maintenant, l'ensemble des équipes sont mobiles. Vous, il faut que vous pensiez au mobile aussi. C'est-à-dire que quand vous imaginez un message à faire passer, quand vous imaginez un site de vente en ligne, peu importe comment vous voulez utiliser Internet, pensez toujours au petit écran. Si ça marche sur le petit écran, ça va marcher sur le grand écran. Mais voilà, ayez toujours ça en tête, c'est une idée toute bête, mais qui peut un peu sauver. Ouais, alors moi j'ai une expérience aussi à raconter d'une entreprise qui est venue solliciter Salesforce. Eux, leur besoin, il était tout simple, c'est qu'ils arrivaient aux périodes de fête et ils voulaient envoyer des cartes de vœux à leurs clients et ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas le faire. Alors, a priori, vous allez me dire pourquoi Salesforce, carte de vœux, rien à voir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils ont fait un constat depuis le départ de l'entreprise. À un moment donné, ils ont eu des besoins marketing, donc ils ont pris des outils comme Mailchimp, par exemple, pour envoyer des newsletters à leurs clients. Ensuite, ils ont eu des enjeux CRM, des enjeux de gestion commerciale, donc ils ont investi dans un outil pour la force commerciale. Puis après, ils ont eu des enjeux aussi pour optimiser le temps qui était passé par leurs agents au niveau du support, donc ils ont investi aussi dans un outil pour le support. Et là, aujourd'hui, au moment où ils veulent envoyer une carte de vœux, ils se disent « Ok, la base de données client, elle est où ? Elle est dans l'outil de marketing, elle est dans l'outil de gestion commerciale ou elle est dans l'outil de support ?» Et là, en fait, la question se pose, comme on n'a pas une connaissance centralisée de l'information client, on est coincé pour des besoins qui sont finalement basiques et qui sont aussi attendus par votre marché, parce que c'est primaire de remercier ses clients au bout d'une année de collaboration pour leur dire ben voilà, merci pour tout ce qu'on a pu faire ensemble sur l'année passée. Et donc au final, l'un des enjeux aussi, je pense, de l'entrepreneur, c'est de pouvoir construire en étant à la fois dans le jour, c'est-à-dire je vais utiliser des outils qui répondent à mon besoin immédiat, parce que la réalité d'un entrepreneur, c'est le chiffre d'affaires qu'il va faire aujourd'hui et qu'il va faire demain aussi, mais pas dans 6 mois. Donc il y a cet enjeu-là de répondre aux besoins immédiats, mais il y a aussi cette notion de se dire, ok, la façon dont je vais y répondre aujourd'hui, elle sera toujours vraie dans 6 mois ou dans 1 an, même si je ne peux pas en être sûr. En tout cas, je sais qu'avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, l'outil que je choisis aujourd'hui, je n'ai pas la certitude qu'il n'y répondra pas dans 6 mois ou dans 1 an. Et ça, c'est aussi important, je pense, dans le fait de construire quelque chose qui est scalable, entre guillemets, et qui peut anticiper une croissance, une belle réussite, quoi. Revenons un instant sur le mobile. Comment justement est-ce qu'on peut optimiser sa stratégie mobile ? Mathieu, est-ce que vous avez éventuellement une réponse ? Au hasard. Je rejoins tout ce qui a été dit sur le mobile. Penser mobile en premier, c'est une évidence.
Là, on l'a annoncé en septembre. On a plus de requêtes sur Google en France qui sont faites sur mobile que sur ordinateur fixe. Donc, voilà, on est dans un mode où c'est en pleine croissance. Donc ça, c'est sûr. Après, je rejoins ce que tu disais, Marianne, c'est quelle expérience on va avoir aussi sur le mobile. Il faut que ça fonctionne, effectivement. Donc c'est un site internet qui soit responsive et qui soit rapide. Aujourd'hui, il y a une personne sur deux, une visite sur deux qui a abandonné au bout de 3 secondes de chargement sur mobile. Une visite sur deux, donc c'est énorme. 3 secondes, c'est pas énorme. Donc potentiellement, on a une perte d'opportunité si le site n'est pas optimisé. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont possibles, qui sont assez faciles en termes d'optimisation. On a mis un outil qui est gratuit à disposition qui s'appelle Test My Site. Vous mettez votre URL. Bon, on pourrait le faire avec les entreprises qui sont là. Et rapidement, on vous dit, en combien de secondes vous chargez votre site sur mobile et quelles sont les 2, 3 optimisations possibles à faire. En général, la première, c'est toujours les photos qui sont en super HD, etc. Mais effectivement, quand on est sur mobile, on n'a pas forcément besoin. Donc voilà, c'est un site responsive et qui soit rapide. Et pour voir où est-ce que vous en êtes, vous pouvez aller sur Test My Site qui va vous aiguiller sur l'optimisation du site. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à connaître pour optimiser l'usage du mobile pour son site internet? J'essaie de réfléchir. En général, je pense que quand on veut aller sur le mobile, on se pose la question de quel support j'utilise, quelle plateforme j'utilise. Est-ce que j'utilise un site mobile? Est-ce que je fais un site responsive? Est-ce que je développe une app? Juste 2-3 idées un peu de bon sens que je peux partager avec vous. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, je suis plutôt pour un site responsive. Parce que quand on veut faire une évolution, on ne l'a fait qu'une fois. Donc, elle est plus compliquée à faire, mais on l'a fait qu'une fois, et c'est important. Et sur la partie application, je vous dirais de vous lancer dans l'aventure si et seulement si vous avez besoin d'une relation dans la durée. C'est-à-dire que pousser le download, le téléchargement des applications, ça coûte de l'argent. Ça coûte très cher et les utilisateurs, enfin vous, je ne sais pas, faites le test avec vous-même. Vous avez plein d'applications dans votre téléphone. Combien utilisez-vous au quotidien d'applications? Probablement une dizaine. Donc pour se battre en termes de part de voix pour les applications, c'est du boulot. Donc si ça vaut le coup, oui, allez-y, bien sûr. Bien sûr, allez-y. Si c'est plus des clients qui sont occasionnels, privilégier un site responsive sans hésiter. Et à quel moment savoir si on doit développer ou non une app? Je pense que c'est une vraie question à se poser en fonction des cas, mais... C'est un peu ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire que soit vous avez des clients, un usage qui est récurrent, et dans ce cas-là, développer une app, il faut avoir des moyens, parce que c'est des coûts de développement, c'est des coûts de maintenance aussi des applications. À chaque fois que vous allez lancer un nouveau service, il faudra le développer sur l'application. Et puis c'est des coûts de marketing parce qu'il faut pousser le téléchargement. Je ne sais pas si vous avez des conseils à donner là-dessus. Antoine, visiblement. Après, il faut voir ce qu'on veut faire. Chez C'est bien, l'app est un outil. Ça déclenche l'appareil photo, on l'utilise pour faire de la reconnaissance OCR. Ça utilise les empreintes digitales, ça utilise un certain nombre de choses. Donc là, on a besoin, nous, d'avoir une app. Après, effectivement, il y a sans doute des business où un site mobile sera suffisant, parce que si c'est simplement pour faire une transaction et présenter des informations, on n'a sans doute pas besoin d'avoir une app, parce que je rejoins, maintenir une app, ça demande des développeurs, ça demande des tests, ça demande du temps, ça en demande en plus, pour ceux qui commencent comme la plupart des startups sur iOS, du temps d'attente que iOS valide les nouvelles versions. C'est-à-dire que si on est sur Android, c'est dans l'après-midi. Si on est sur iOS, ça peut prendre une semaine, ça a déjà pris plus de 2 semaines. Et nous, on a déjà eu des apps qui ont été validées en plus de 3 semaines. Donc quand vous sortez votre nouvelle version, même si vous êtes prêt, c'est pas pour ça que l'utilisateur l'aura dans les mains à ce moment-là. Donc effectivement,
faut se poser la question avant de lancer une app. Je suis assez d'accord, l'enjeu majeur c'est l'agilité du support qui va être utilisé par rapport aux besoins de l'entreprise. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement le mobile, et la question du mobile, c'est pas vraiment un nouvel enjeu pour les entrepreneurs, parce que l'enjeu du mobile, il vient de la capacité des entrepreneurs à s'adapter aux moyens de communication qui sont utilisés par leur marché. Et avant, ça passait par autre chose que le mobile. Aujourd'hui, c'est le mobile. Et quand on parle du mobile, on ne parle pas simplement d'applications ou de sites responsives. On parle aussi, tout bêtement, de SMS, d'emails qui vont être aussi lus sur le téléphone. Donc, est-ce que, tout simplement, avec l'email qu'on envoie en campagne emailing, est-ce que l'email est aussi responsive sur le téléphone ou pas? Donc, on parle de notifications push aussi. Donc, c'est là encore une vraie stratégie d'entreprise que d'avoir la capacité à s'adapter aux moyens de communication qui sont utilisés par ses prospects, par ses clients, par son marché, en règle générale, et comment est-ce qu'elle va les adresser, et d'utiliser correctement tout le panel d'outils qui sont mis à sa disposition pour ça. Et c'est vrai que quand on parle de sites responsive et d'applications, on est déjà dans une étape assez élevée, entre guillemets, du taux d'adaptation à son marché, parce que c'est quand même des initiatives qui coûtent cher, enfin qui peuvent coûter cher de développer une application ou un site responsive, mais il y a aussi d'autres outils qui peuvent permettre de rester mobile, enfin d'avoir en tout cas des échanges mobiles avec ses clients et donc de se connecter à son marché. Nous, on s'adresse aux lecteurs et donc en particulier aux apprenants lecteurs, donc plutôt aux jeunes. La dernière statistique d'une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est que les jeunes à 14 ans ont un plus fort taux d'équipement en smartphone que la tranche 25 ans. Donc forcément, pour nous, le mobile, c'est indispensable. Et lire sur son mobile, voilà, quand les parents nous disent « oui, mais lire sur du numérique, moi je préfère qu'ils lisent sur du papier, le papier c'est quand même la seule façon vraie de lire », je réponds « bah oui, mais aujourd'hui déjà, vous lisez, alors peut-être pas de la littérature, mais vous lisez la presse, vous lisez vos SMS, vos mails, vous les lisez déjà sur un écran. Et les enfants, aujourd'hui, ils sont nés dedans, c'est les natives, donc les digital natives, donc pour eux c'est pas un problème. J'ai même vu une fois une petite fille de 2 ans et demi, 3 ans, sur un magazine qui tapait sur la page pour essayer de la faire tourner. Alors, si personne d'autre veut réagir, je vous propose qu'on termine dans un tour de table. Et ma question sera la suivante. Quels conseils vous donneriez aux entrepreneurs et entrepreneuses dans la salle s'ils devaient se lancer demain? Quels trucs, quelles astuces? Peut-être commencer par toi, Guillaume. Alors je pense que c'est toujours intéressant de faire un mix entre le numérique et aussi le physique. Donc on a parlé de l'A/B testing, c'est hyper puissant. Vous n'avez pas encore votre projet qui est finalisé, mais vous avez juste une idée. Eh bien faites dépensez quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros juste pour savoir si cette idée est bonne et pourra retrouver son marché, à la fois grâce au numérique, donc en faisant des pubs, en voyant si des gens cliquent, sont prêts à acheter, et aussi en utilisant le physique. Il y a une technique qui s'appelle l'hameçonnage, donc c'est un peu de l'A/B testing mais physique. Imaginez vous avez une idée de produit, vous n'avez pas encore donc, les fonds pour développer, eh bien faites juste un packaging de votre produit, l'idée que vous en avez, donc faites juste une photo en 3D, eh bien mettez ce packaging là dans un magasin, dans une Fnac par exemple, un peu en mode pushy sans en dire, et voyez, vous mettez un prix, vous mettez différents prix, différentes taglines, et voyez si les gens vont l'acheter ou pas, s'arrêtent ou pas, combien de secondes, est-ce que c'est le prix qui va pas, bah, changez le prix, est-ce que c'est la tagline qui va pas, bah, changez la tagline, et vous voyez si les gens l'achètent. Dès qu'ils prennent, vous leur dites que on peut pas l'acheter, mais ça permet de tester. Et donc je pense qu'un mixte entre des outils comme on a fait des pubs Google Ads pour tester si son idée est bonne, et un mixte physique, ça peut être très fort au début, lorsque vous voulez souhaiter avoir des inputs, avoir des retours sur votre idée de produit ou de service. Je partage 100% ce que tu viens de dire. Je pense qu'on peut, on en a parlé tout à l'heure aussi, utiliser effectivement Facebook ou Google pour tester plein de choses. On s'est rendu compte que en faisant la promotion du service avec une photo et un texte sur Facebook, et en disant quasiment la même chose mais avec une autre photo et un bout qui change dans le texte, ça change les résultats de façon incroyable. Donc effectivement, tester. Je pense que c'est un premier point. Moi, si j'ai un deuxième conseil, c'est sur je pense on revient sur le message aussi tout à l'heure, mais il faut s'entourer. C'est hyper important en démarrage de projet.
de s'entourer. Il ne faut pas rester tout seul avec ses propres idées, il faut se confronter aux gens, il faut se confronter son idée aux autres, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que même si on se fait démonter sur son idée, c'est ça qui fera progresser, quoi. Et je pense que c'est vraiment, au démarrage, pour moi c'est le plus important. C'est de confronter son idée, en parler, et surtout pas se dire « oh, je vais pas en parler aux autres parce que je suis seul à l'avoir, c'est l'idée du siècle ». Non, ce qui compte c'est l'exécution. Donc l'idée, tout le monde a des idées tous les jours, ce qui compte c'est que là de l'exécuter, pour l'exécuter il faut la confronter. Donc ça c'est un point important, et puis quand on est un petit peu plus loin dans les startups, moi je conseille un autre, donc c'est un outil pour le coup. Je vais faire la promotion d'un outil, je fais pas ça normalement, mais c'est juste qui pour nous il est vraiment bien, il y en a d'autres je suppose. Il y a un outil qui s'appelle Slack, alors certains d'entre vous souvent le connaissent, d'autres le connaissent peut-être pas. C'est tout bête, c'est des channels de communication internes dans l'entreprise. Et c'est aussi des channels de communication potentiellement avec les clients. C'est assez magique et en fait ça permet d'aligner tout le temps son entreprise sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est quelque chose qui me paraît assez fondamental parce que dans une start-up, le vrai problème c'est le temps. Ben, je rejoins également la question s'entourer. La dangerosité, je trouve, quand on se lance sa boîte, c'est la tête dans le guidon. On a tendance à foncer tête baissée, surtout la première année. Et c'est souvent la première année que les entreprises se vautrent. Le taux d'échec est quand même assez important. Une bonne façon de ne pas se vautrer la première année, c'est effectivement de s'entourer, d'échanger. Comme mon investisseur a dit, on va monter dans l'hélicoptère un petit peu et on va regarder l'entreprise vue d'en haut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important, même tout au long de l'entreprise, évidemment. Et puis l'agilité, effectivement, on teste. Il ne faut pas avoir peur d'un jour se dire, tiens, on pose tout, hein, on fait une pause là de 5 minutes et on va peut-être changer de direction. Nous aussi, on l'a fait à plusieurs reprises. Alors, c'est pas des directions de 180, mais c'est quand même voilà, ce qu'ils appellent le pivot. Il faut vraiment être prêt à changer, quoi, pas être borné et vouloir absolument aller dans une seule direction, quoi. Alors, alors le pivot, pour faire tout simple, hein, il y a tout un livre là-dessus qui est passionnant, que tu pourras peut-être me redonner le nom, non le pivot, ça consiste finalement de changer de direction. On part sur une branche et finalement, quand on part sur cette branche, on s'aperçoit que c'est pas là qu'il est le business, mais c'est peut-être sur la petite branche qui est un peu plus à gauche. Et puis là, on va prendre la petite branche de la gauche et puis hop, on va finir par aller à un endroit où on n'était pas du tout prévu d'aller au départ, quoi. En gros, à la louche, tout ça. Nous, on a pris la décision dès le départ, après 6 mois dans un incubateur, donc avec mes 2 premiers ingénieurs, de construire notre proto directement chez un client. Donc un bar. Donc on a construit notre machine chez le client pendant quelques mois. On a écouté les consommateurs. On a donc défini avec ça l'interface utilisateur. Et ça a été très utile, parce que pendant ces mois-là, on avait un truc qui fonctionnait de briques et de broc. Ça moussait, c'était pas terrible. Mais bon, ça plaisait bien aux consommateurs. Et puis pendant ce temps-là, ça nous a permis de gagner plein de concours de start-up. On survendait un peu ce qu'on avait fait quand même, hein. Mais gagner plein de concours de start-up dans le monde et aller avec ça dans la Silicon Valley, à New York, et être confronté à des gens à qui on expliquait le projet, parce que c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, il faut vraiment être ouvert. Pas hésiter, de toute façon, tout le monde, on va pas se faire piquer nos idées, hein, tout le monde est concentré sur son truc, ça va tellement vite que voilà, il faut parler, il faut s'ouvrir et il faut écouter les conseils de ceux qui ont réussi. Moi, j'étais allé à Plug and Play à Mountain View, j'avais rencontré le fondateur de Lending Club, donc ça avait permis de définir un nouveau business model, tout ça. Donc voilà, Lean Starter, on appelle ça le Lean. Ça se décline dans pas mal de choses, le Lean, mais faire au contact de la clientèle son projet, c'est très intéressant. Et après, s'ouvrir. Tout ce qui vient d'être dit, c'est voilà, tester, développer avec les autres, écouter.
je sais pas, aller à un salon des entrepreneurs, participer à une conférence par exemple. Je pense que c'est des bonnes idées ça pour démarrer. Moi je vais faire court, je vais donner peut-être 2 conseils. Le premier c'est focus. C'est tellement facile de s'éparpiller partout et du coup de gaspiller son énergie. Donc prenez 2-3 sujets et travaillez-les à fond. Et la deuxième chose, je rejoins ce que beaucoup ont dit, c'est il y a un jargon qui s'appelle user-centric, mais en gros, écoutez l'utilisateur dès le début, mais aussi tout au long de votre aventure. Refaites tester votre produit par quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est très drôle. Vous allez vachement l'améliorer. En cette période de fête de Noël, fête de fin d'année, qui, comme moi, n'a pas encore fait ses cadeaux de Noël, juste pour voir un peu le contexte. Oui, quand même. Alors, je me sens plus tout seul. En fait, il y a 50% des Français qui n'ont pas encore fait leur cadeau au 1er décembre. Donc ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas les seuls. 50% de la population française est dans ce cas-là. Et ce qui se passe, c'est qu'avant de faire les achats, il y a 2/3 des Français qui font une recherche en ligne avant de faire un achat, que ce soit un achat en magasin, que ce soit un achat en ligne. Donc le conseil, c'est voilà, travailler votre visibilité. Pour la petite anecdote, juste horaire des magasins, la requête horaire des magasins sur Google explose le jour de Noël. Donc le pic sur toute l'année devant les soldes, Black Friday, tout ce que vous voulez, c'est le jour de Noël. Donc voilà, assurez-vous d'être visible à ce moment-là. Un seul conseil, moi je vais reprendre l'intitulé de la conférence, c'est Think Digital. Toutes les entreprises ont une présence digitale. Après, l'enjeu c'est de savoir si cette visibilité digitale elle est voulue et assumée et construite ou si elle est subie. Et si c'est le marché qui vous la donne. Et en fait, j'espère qu'en tout cas, on vous aura permis de vous éclairer là-dessus. C'est que c'est très important pour un entrepreneur de maîtriser son image digitale, parce que derrière, ça peut être soit une opportunité, soit un défi pour lui. Formidable opportunité pour celui qui sait la gérer, qui sait bien s'entourer, qui utilise les bons outils et qui sait le faire de manière construite. Et par contre, énorme défi, potentiellement énorme barrière aussi pour celui qui va malheureusement pas réussir à utiliser ce vecteur. Voilà. Merci à toutes et à tous pour vos témoignages et vos conseils, et je vous propose de les applaudir chaleureusement.